Compris, Lila, Jacques Beau. Alors écoutez, je n'ai pas traité le cas particulier de M. Zelensky dans mon livre, mais je peux vous répondre à votre question. D'abord, Zelensky est un acteur qui travaillait dans une chaîne de télévision qui était financée par un oligarque ukrainien, Kolomoïski. Kolomoïski est un multimilliardaire qui finançait donc l'émission de Zelensky qui s'appelait Servant du peuple. Vous noterez que le parti de Zelensky aujourd'hui s'appelle aussi Servant du peuple, du nom de l'émission. Oui, c'est une émission à succès d'ailleurs. Une émission à succès, etc. Une émission un peu satirique. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que le fils de Joe Biden, Hunter Biden, faisait partie du conseil d'administration d'une entreprise qui s'appelait Burisma, qui était une entreprise qui traitait des hydrocarbures et notamment de gaz en Ukraine. Le patron de Burisma, c'est Kolomoïski. Ah oui, d'accord. Donc, le propriétaire de cette chaîne de télévision. Le propriétaire de la chaîne. Donc, le Zelensky et le fils de Joe Biden avaient le même patron. Est-ce que ceci explique cela? Je ne sais pas. Toujours est-il que Zelensky était effectivement quelqu'un qui était assez corrompu, et c'était dans les Pandora Papers qui ont été publiés en octobre 2021. Zelensky était pratiquement l'homme politique le plus visé et l'Ukraine était le pays le plus concerné par ces Pandora Papers, au point que certains ont dit les Américains veulent se débarrasser de Zelensky à cette époque-là. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse à ça, mais de fait, il était très con. Et l'Ukraine, ça je le mentionne dans mon livre, entre 2014 et 2020, l'indice de corruption en Ukraine a augmenté de 32%. C'est-à-dire que... L'indice de corruption, vous voulez dire, c'est dans la chaîne des pays corrompus Alors, c'est un site financier américain je ne sais plus, c'est Bloomberg, qui avait calculé l'indice de corruption et qui le compare chaque année, qui compare ça... sur tous les bouquets, tous les pays. Exactement. Et là, ils avaient constaté que, parce que la révolution de Maïdan en 2014, c'était fait sur un fond de corruption. C'était pour lutter contre la corruption, à vrai dire, que Maïdan s'était faite. Et ironie de l'histoire, la corruption a fait qu'augmenter après Maïdan, c'est-à-dire après l'arrivée de clics. Alors il n'y avait pas Zelensky, et lui est très récent dans cette affaire, mais il y avait avant Poroshenko, il y en avait d'autres, etc., qui ont profité de la manne américaine, parce que les Américains, je pense que c'est les Américains qui ont joué un peu un jeu pervers. Ils voulaient ils voulaient s'implanter en Ukraine, ils voulaient, je pense, provoquer un petit peu la Russie. Et je pense qu'ils ont un peu instrumentalisé, à mon sens, l'Ukraine et la population ukrainienne à des fins de politique, de géostratégie. Mondiale, oui. Et c'est là où je vois quelque chose d'un peu pervers dans toute cette affaire. Et à votre avis, Jacques Beau, là, juste, nous arrivons en fin d'émission, c'est vrai qu'on aurait pu encore faire quelques heures, mais déjà, on a planté effectivement le décor, et plus que le décor. À votre avis, ça va durer sans faire de prédiction, mais je veux dire actuellement, étant donné le rapport de force, et la politique et la guerre, c'est un rapport de force, une banalité de base que de le dire, ça risque de durer, où vous voyez effectivement, compte tenu de toutes les forces en présence, et je parle au niveau mondial, où à votre avis, il y a une solution possible, espérons pour les peuples, en vue. Alors évidemment, je n'ai pas de boule de cristal, mais ce qu'on peut probablement dire, et je ne suis pas non plus dans la tête de Vladimir Poutine, mais ce que je pense, c'est qu'actuellement, les Russes ont atteint presque tous leurs objectifs en Ukraine. Leur objectif n'est pas d'occuper toute l'Ukraine. Je pense que les Russes ne veulent pas s'aventurer dans la partie occidentale de l'Ukraine, qui est très nationaliste. C'est là où on parle de ces résistances qui se préparent, etc. Et il y a un vrai sentiment nationaliste ukrainien. Il y a un vrai sentiment nationaliste dans cette région-là. La région qui est actuellement occupée par les Russes, et quand je dis les Russes, je devrais dire l'armée russe et l'armée des républiques de Lugansk et de Donetsk, c'est la partie russophone, qui est
je ne veux pas dire acquise à la Russie, mais disons qui pencherait favorablement du côté de la Russie. Donc c'est une région où il y aura peut-être de ci, de là des mouvements de résistance, surtout dans les villes où ce sont surtout les paramilitaires qui sont engagés et qui vont certainement continuer à résister. Mais grosso modo, on peut dire que à ce stade, et beaucoup d'experts disent que maintenant, les combats, la partie physique de la guerre risquent de durer encore quelques semaines, mais en gros, les objectifs sont atteints. Par contre, ce qui va peser très lourdement, c'est naturellement les sanctions. Et c'est là où, comme je le disais au début... et d'autre, d'ailleurs. Voilà, parce qu'on n'a pas encore eu les réactions, les contre-sanctions russes, qui risquent bien de venir et nous frapper de manière extrêmement désagréable. Tout à fait. On en a beaucoup parlé avec Charles Gave notamment et d'autres experts. En tout cas, merci Jacques Beau, merci de vos éclaircissements et encore une fois, lisez ce livre vraiment pour lucidité, avoir et garder. Et ce livre, c'est Poutine, maître du jeu aux éditions Max Milo, et vous avez fait une longue et belle carrière dans les renseignements stratégiques suisses, on a eu le temps d'en parler. Vous pouvez retrouver cette émission sur YouTube et puis dans un instant, Brigitte Lahaie.